Alors, bonjour à tous. Du coup, je vais vous parler aujourd'hui du mésusage de prégabaline. C'est un sujet du coup auquel je me suis intéressé dans le cadre de mon travail là en stage à l'équipe mobile précarité de Mars. Enfin, c'est là que j'ai été le plus confronté en tout cas. Du coup, je vais vous présenter d'abord le produit, la prégabaline. Ensuite, je vous parlerai d'un cas qu'on a rencontré de mésusage qui a un peu poussé à notre réflexion et à ma présentation aujourd'hui. Ensuite, une partie sur le mésusage et ses conséquences connues. Et ensuite, des données qu'on a pour l'instant sur des clés peut-être de prise en charge à approfondir. Alors, la prégabaline, du coup, commercialisée sous le nom de Lyrica, c'est un analogue GABA qui se lie au canaux calcique voltage dépendant présynaptique au niveau neuronal et qui diminue la libération de glutamate et par ce biais, l'excitabilité neuronale. Alors, il en découle différentes indications. La diminution de l'excitabilité neuronale, ça, du coup, explique l'indication pour l'épilepsie en tant qu'anti-épileptique, sachant qu'il est prescrit uniquement pour les épilepsies partielles, il me semble. Il est prescrit également en tant qu'analgésique parce qu'en fait, il se lie ces mêmes canaux calciques au niveau des voies noradrénergiques descendantes. Et il est prescrit également, enfin, il a une indication également pour le trouble anxieux généralisé. C'est le seul médicament de la famille des gabapentinoïdes qui a cette indication. La gabapentine n'a pas cette indication. Ensuite, au niveau de la pharmacocinétique, on a du coup une absorption qui est plutôt rapide, avec un pic plasmatique qui atteint à environ 1 heure, 90% de biodisponibilité orale. L'élimination est rénale selon la clairance, avec peu de variabilité interindividuelle. La pharmacocinétique, elle est intéressante parce qu'elle explique déjà qu'on utilise plus la prégabaline en mésusage que la gabapentine. La gabapentine, elle est absorbée plus lentement et elle a un pic plasmatique qui est atteint plus tard aussi. Ensuite, elle explique aussi que on consomme la prégabaline en mésusage aussi par voie orale et il n'y a pas vraiment de plus-value à la sniffer ou l'utiliser en forme injectable, vu que la biodisponibilité, elle est déjà très bonne par voie orale. La prégabaline, du coup, a été commercialisée sous le nom de Lyrica. Du coup, l'AMM a été obtenue en 2004 par les laboratoires Pfizer. Elle a été commercialisée en France en 2006 avec l'AMM pour les posologies de 150 à 600 mg en 2 à 3 prises. Il est recommandé d'augmenter les doses progressivement, en général de manière hebdomadaire, avec un palier supplémentaire qui est décrit, enfin qui est recommandé pour le trouble anxieux. C'est-à-dire qu'en général, on va passer enfin pour passer de 300 à 600 mg dans le trouble anxieux, on prend un palier de 450 mg selon les recommandations. L'arrêt se fait du coup par diminution progressive. Un sevrage, du coup, il est décrit pour l'instant dans la littérature faible à modérée, sachant que le sevrage, il a surtout été étudié pour les doses recommandées, donc jusqu'à 600 mg. Pour le surdosage, qui est parfois du coup le cas quand il y a un mésusage, il n'y a pas vraiment, enfin, on a peu de données sur l'intensité du sevrage qui est occasionné. Les symptômes qu'on peut retrouver en cas de surdosage en prégabaline, c'est des symptômes voilà, de dépression centrale avec la somnolence, la confusion, ça peut aller jusqu'au coma. On a des états d'agitation également avec une certaine nervosité. Il faut savoir qu'il y a des cas qui ont été rapportés où en fait on retrouve des tableaux quasi psychotiques ou des tableaux en tout cas qui peuvent faire penser à des états psychiatriques décompensés. On a déjà retrouvé des hallucinations, qu'elles soient auditives ou visuelles. Il y a des personnes qui ont présenté une logorrhée, une accélération psychique. Donc parfois, c'est bien aussi de se demander s'il n'y a pas des consommations avant enfin, notamment de prégabaline, qui est moins recherchée peut-être que d'autres toxiques aux urgences, qui peut sous-tendre voilà un état apparent de décompensation psychique. Sur le CG, il augmente le PR aussi, et il est à risque de convulsion en cas de surdosage. Alors, il y a une mise en garde sur certaines interactions, notamment avec l'alcool, les benzodiazépines, mais ce qui a attiré le plus l'attention, c'est vraiment les opioïdes, où il y a vraiment eu un focus qui a été fait avec différentes études. On a des études sur l'animal puis sur l'homme qui ont montré qu'il y avait une diminution de la tolérance aux opiacés quand il y a une consommation de prégabaline concomitante, avec un effet dépresseur central qui est majoré, et donc un risque de détresse respiratoire notamment qui est vraiment majoré. On a du coup aussi, là je l'ai noté après, des études qui ont montré qu'il y a un risque de décès par overdose chez les consommateurs d'opiacés qui est multiplié par 3 s'il y a une prise de prégabaline concomitante. Et pour les consommateurs d'héroïne, il est multiplié par 4.
c'est un effet qui est très sous-estimé, enfin qu'on estime, enfin qu'on pense sous-estimer, parce que comme dit, la prégabaline est peu recherchée en fait dans les bilans toxicologiques. En général, voilà, on recherche les amphètes, les opiacés, les benzodiazépines, etc. Et la prégabaline, on n'y pense pas forcément. Alors maintenant, je vais vous parler du cas clinique qu'on a eu du coup avec l'équipe Mars. Du coup, un monsieur de 24 ans qui est originaire d'Algérie, qui est arrivé en France il y a à peu près 6 ans. Il nous a été signalé par l'équipe de l'accueil de jour de la gare qui s'inquiétait sur son état psychique, pas forcément au niveau des consommations, et c'est pour ça qu'ils se sont tournés vers nous. C'est que voilà, il le trouvait assez déprimé, avec des éléments un peu étranges dans son discours, la nervosité qui était aussi apparente, des états parfois d'agitation avec des troubles du comportement quand même, c'est qui les inquiétaient le plus. Alors ce monsieur, il explique qu'il a consommé au début en Algérie sur un mode plutôt récréatif. Il nous a pas parlé de d'ordonnances qu'on lui aurait prescrites pour des douleurs, par exemple. Ouais, il pouvait être assez agressif, assez tendu quand il n'avait pas son traitement, quoi. Du coup, qui ont occasionné des situations assez compromettantes où il a été viré de plusieurs foyers. Enfin, c'est compliqué de maintenir une stabilité qui pourrait nous permettre de nous intéresser plus à ce qu'il y a derrière cette consommation, quoi. Du coup, sur le plan psychiatrique, il y avait une intrication avec des signes de stress post-traumatique et surtout voilà un fléchissement thymique avec des idées noires assez récurrentes, un désespoir par rapport à ces situations sociales qui est quand même assez compliqué. Il faut savoir aussi que ce monsieur, il avait des consommations annexes à la prégabaline, qui sont du coup la cocaïne majoritairement, le cannabis et l'alcool. La recherche qu'il a avec ce produit, c'est initialement quand il était notamment en Algérie et au début en France, c'était un effet d'euphorie et d'anxiolyse, ça il en parlait beaucoup. Mais là, les dernières fois où on l'a vu, en fait, c'était surtout juste pallier au manque et aux effets de sevrage du coup. Donc vraiment avec un phénomène de dépendance apparent qui s'était développé. Et du coup des demandes du produit avec insistance auprès des médecins de l'équipe qui pouvaient le tendre plutôt pas mal. Je l'ai pas noté, mais actuellement, du coup, il est suivi au XAPA d'Aubagne, où du coup, ils ont commencé une décroissance un peu encadrée du produit, en traitant bien aussi les comorbidités qu'il présente. Ce cas, je le trouvais intéressant parce qu'en fait, il reprend pas mal d'éléments assez typiques des personnes qui ont un mésusage de prégabaline. Le parcours migratoire est assez fréquemment retrouvé. Lui, il vient en plus du Maghreb, qui est une région où en fait la prégabaline est pas mal consommée et pour des raisons particulières. Il y a, par exemple, sur le plan récréatif, le fait que l'alcool soit moins disponible, des personnes qui utilisent la prégabaline pour un effet un peu similaire en soirée, par exemple, et ça débute parfois comme ça. Et ça a créé vraiment une vague médiatique assez forte dans les pays du Maghreb. Ensuite, voilà, son statut, quand il arrive en France, il avait le statut de mineur. Enfin, voilà, et ça c'est aussi les mineurs isolés sont aussi une population à risque retrouvée du coup dans les études de mes usages de prégabaline. Ensuite, le fait qu'il soit polyconsommateur, qui est aussi une population extrêmement à risque. En fait, la prégabaline, on le verra plus tard, mais elle est pas mal utilisée pour potentialiser les effets des autres substances consommées en fait. Voilà. Alors là, j'ai mis juste quelques captures d'écran médiatiques. Ça a eu quand même un gros impact dernièrement. Enfin, la molécule, elle est commercialisée depuis finalement année 2000 et assez rapidement, tout s'est enchaîné, quoi. Du coup, en haut à gauche, on voit un article en Algérie où il parle de Sarouk, Taxi. En fait, les noms, du coup, c'est lié à la couleur des gélules. Sarouk, ça veut dire fusée. Comme la gélule, elle est rouge et jaune, rouge et blanche. C'est un peu la couleur des fusées dans les animés, les BD. Et Taxi, du coup, l'autre forme du produit, elle est jaune et blanche, comme les taxis algériens. Du coup, ils les appellent comme ça dans les milieux de consommation. Ensuite, j'ai mis une capture d'écran en prison parce que c'est aussi un milieu où il y a une particulière consommation de prégabaline dans le milieu carcéral. J'en reparlerai plus tard. Ensuite, l'autre en bas à gauche, Rivotril, Lyrical, un vaste trafic de médicaments détournés en drogue par des mineurs isolés. Donc le côté mineur isolé et le fait aussi que il y avait une grosse consommation de Rivotril qui est un tout petit peu plus ancienne et il y a en apparence actuellement un décalage un peu vers le Lyrica pour différentes raisons, dont celle du coup
qui est un petit peu sous-entendu dans l'image en bas à droite, la drogue du pauvre, parce qu'en fait, la prégabaline est très peu chère sur le marché noir. Du coup, le patient dont je parlais avant, il nous a dit que pour 1 ou 2 euros, il pouvait avoir une gélule de 300 milligrammes de Lyrica à Noailles ou à Porte d'Aix, quoi. Alors, le mésusage. Donc, l'effet recherché en général quand on fait un mésusage de prégabaline, c'est un effet de défonce, de sédation, d'euphorie ou de traitement du sevrage en prégabaline ou encore d'antalgie. Alors ça crée du coup deux profils assez typiques de consommateurs. Il y a les consommateurs qui ont un effet recherché plutôt récréatif, voilà, de défonce, de passer un bon moment, quoi et qui après développent une dépendance et donc parfois ont besoin de la molécule pour traiter leurs symptômes de sevrage. Et il y a les personnes pour qui ça a été prescrit initialement, par exemple en milieu hospitalier, pour dans des suites opératoires ou autres, qui l'ont eu comme antalgique et qui ont développé par la suite une dépendance. Et ce deuxième profil-là, il est aussi à risque de dépendance et notamment en plus quand il y a une concomitance entre des opiacés et la prégabaline, ce qui est assez fréquent finalement en post-opératoire par exemple. Et on sait maintenant que le fait d'avoir ces deux molécules, ça augmente enfin, assez fortement le risque de dépendance par la suite, en fait, d'avoir opiacé et prégabaline. Il y a une enquête du coup d'un centre qui regroupe les différents centres d'addictovigilance en France, en fait, qui a été faite en 2019 et qui a repris en fait l'historique des cas de mésusage, enfin comment il a évolué en France et où est-ce qu'on en est actuellement. C'est un peu après cette enquête qu'a découlé les nouvelles règles de prescription de la prégabaline en 2021. Donc en 2010, il y a eu le premier cas d'usage de mésusage de prégabalin qui était signalé en Europe, c'était en Allemagne. En 2011, c'est le premier cas d'usage récréatif signalé en France. Ça a été fait par un médecin généraliste qui s'en est rendu compte en consultation. En 2012, il y a eu du coup une ouverture d'enquête sur le risque d'abus, mésusage, dépendance, usage détourné du produit. En 2013, on a eu pas mal d'utilisation hors AMM de prégabaline pour, en fait, à l'époque, il y avait une pression pour réduire la consommation de benzodiazépines. Et du coup, il y a beaucoup de monde qui s'est rabattu sur la prégabaline dans des profils un peu anxieux, voilà. Et c'est là qu'il y a eu les premiers cas, en fait, d'usage détourné du produit. En 2015, on a les premières fausses ordonnances qui apparaissent. On se rend compte qu'il y a des gens qui font du nomadisme médical pour obtenir le produit, qui vont aussi de pharmacie en pharmacie. En 2018, les premières saisies par les forces de l'ordre. Et en fait, globalement, on se rend compte qu'entre 2015 et 2019, il y a une hausse assez forte des déclarations qui a été constatée. Alors là, en bas à droite, on voit l'évolution du top 10 des médicaments cités en mésusage depuis 2015. Alors, c'est peut-être pas très visible, mais en gros, il y a 4 colonnes pour chaque médicament. La première, c'est 2015, la dernière, c'est 2018. Et du coup, c'est l'évolution en 4 ans des médicaments, enfin des notifications de mésusage des différents traitements. On voit qu'actuellement, la prégabaline, enfin en 2018, elle était quatrième, alors qu'en 2015, il y avait quasiment pas de signalement de consommation de prégabaline. Et actuellement, du coup, elle a vraiment passé dans le classement à un niveau assez élevé. Derrière, du coup, en plus, les différents traitements qui sont du coup des dérivés d'opiacés, codéine et paracétamol ou tramadol, enfin ou des opiacés. Et du coup, prégabalin qui est passé devant le Zolpidem, Stilnox, Xanax, Imovan. Après, le mésusage de paracétamol, du coup, c'est pas forcément à des fins de défonce, etc., mais il est mésusé aussi. Voilà. Alors là, c'est d'autres graphiques. Le premier à gauche, il montre l'évolution des ordonnances falsifiées. Alors, les pourcentages, c'est le pourcentage d'augmentation du nombre d'ordonnances falsifiées par an. Donc, on voit aussi qu'en 2018, il y a une augmentation de 6,8% des ordonnances falsifiées. Par rapport aux années précédentes, il y a aussi c'est donc une augmentation assez marquée. Et à droite, c'est l'évolution des notifications. Donc, les notes, c'est les notifications spontanées. En général, elles sont faites par des gens du personnel soignant. Et les divas, c'est divers autres signalements. Et donc, ça peut être aussi les forces de l'ordre, enfin, ça peut être tout, n'importe quoi. Donc on voit aussi une augmentation assez franche. Par exemple, entre 2015 où on a au total du coup 18 notifications, en 2019 on en a 234, quoi. Ça c'est plus spécifiquement à Marseille. Du coup, à gauche la répartition des mésusages de prégabalin selon les villes. Donc Marseille on est au top 1.
que ce soit en 2018 notamment et en 2019, on se rapproche un peu d'autres villes, mais toujours en tête. Et à droite, on a l'évolution selon les molécules de signalement de mésusage. On voit que la prégabaline, c'est celle qui est en augmentation la plus forte. Il y en a d'autres qui sont en augmentation, mais là, pas tellement finalement. Et du coup, c'est surtout la prégabaline. On voit aussi qu'il y a l'exomil, par exemple, ou le tramadol. Alors, cette enquête, en fait, du coup, elle a rassemblé pas mal d'études qui ont été faites sur la prégabaline et qui ont donné un certain nombre de résultats pour voilà, savoir vraiment ce qui est d'ordre de l'addictologie par rapport à ce produit. Et du coup, on a trouvé de manière certaine qu'il y avait une augmentation des complications liées à l'abus, qu'elles soient aiguës ou chroniques. Donc aiguës dans le sens où il y a eu une augmentation significative d'hospitalisation suite à des abus de substances, et chroniques puisqu'on a retrouvé du coup un phénomène de tolérance avec des descriptions de dépendance au produit. Il y a eu 6 décès qui ont été imputables à la prégabaline entre 2014 et 2016. Donc ça remonte un peu, j'imagine, c'est la seule donnée sur les décès que j'ai trouvé, mais j'imagine qu'après, il y en a peut-être eu plus. Il y en avait un notamment qui a été imputé avec absence de consommation annexe. Il y a des personnes à risque qui ont été identifiées, les personnes qui consommaient plusieurs substances, et notamment avec les opiacés, les mineurs isolés et le milieu carcéral. On sait que 8 à 12% des patients qui débutent le traitement ont un risque de développer un mésusage, ce qui est quand même pas mal. Et du coup, comme je vous ai dit, il y a un peu un focus qui est fait aussi sur le milieu carcéral, avec il y a une étude qui a été faite du coup au CHU de Genève, où ils ont trouvé que par rapport aux personnes à qui on prescrivait du Lyrica pour des douleurs, par exemple, après dans les tests urinaires, on retrouvait 3 à 4 fois plus de résultats positifs à la prégabaline chez les détenus, avec du coup une consommation qui était pas qui était sur le mode du mésusage du coup. On observe aussi, comme je vous ai dit, un décalage dans les consommations de Rivotril vers la prégabaline actuellement. Du coup, il y a aussi des études qui ont été faites sur le pouvoir addictogène, qui a été un peu remis en question au début, où on se demandait est-ce que cette molécule est vraiment addictogène, dans le sens où elle est souvent consommée avec d'autres produits, est-ce qu'elle a juste un effet exacerbateur des autres produits, ou est-ce que vraiment elle développe elle-même une dépendance, surtout quand elle est prescrite du coup en suivant les recommandations. Ils ont quand même trouvé que bah voilà, il y avait un pouvoir addictogène réel avec une supériorité par rapport à la gabapentin et du coup un syndrome de sevrage qui reste faible et modéré aux doses thérapeutiques, mais qui est toujours débattu encore actuellement sur les doses majorées, on ne sait pas trop. Alors, la prise en charge du mésusage de prégabaline, elle est compliquée et j'ai trouvé pas énormément finalement de données sur s'il y avait des choses spécifiques à faire quand on est face à quelqu'un qui consomme ce produit. La prise en charge, pour l'instant, elle n'est pas protocolisée. Il n'y a pas de traitement de substitution. Il n'y a pas de traitement non plus, je ne l'ai pas noté, mais du surdosage, de l'overdose de prégabaline, comme il pourrait y avoir pour les benzodiazépines, par exemple. Euh, du coup, j'ai trouvé juste une étude rétrospective qui a été faite à Montpellier en 2021, mais qui était du coup plutôt descriptive et qui regardait du coup sur les personnes admises à l'hôpital qui consommaient de la prégabaline, qu'est-ce qu'on avait fait finalement une fois qu'elles étaient hospitalisées. Et on découvre du coup que sur 7 personnes, ben, il y en a 4 sur 7 pour lesquelles on a arrêté le produit, on a remplacé par du diazépam. 2 sur 7 pour lesquelles on les a remplacés par des antalgiques, donc elles devaient probablement avoir l'indication initiale pour des douleurs. Et une personne sur 7 qui a eu une décroissance progressive de la prégabaline avec prise en charge des comorbidités psychiatriques. Et cette étude, du coup, elle posait juste la question en fin de conclusion de est-ce que le diazépam a peut-être un intérêt pour l'anxiolyse et le côté anticonvulsifiant en termes de remplacement pour la prégabaline, sans apporter de réelles réponses, quoi. Alors, dans la prise en charge, enfin, c'est pas particulièrement de la prise en charge, mais il y a certaines règles de prescription et de sécurité d'emploi, du coup, qui ont été développées suite aux différentes enquêtes. En 2021, du coup, on a été recommandé l'utilisation d'ordonnances sécurisées pour une durée de maximum 6 mois. On recommande un objectif de réduction des risques avec un début prudent au moment d'introduire le traitement, un espacement des prises tant que possible et une vigilance accrue des interactions dont je vous ai parlé précédemment. Il y a différentes guidelines qui ont suivi avec différents temps nécessaires pour la prise en charge.
le repérage déjà des consommateurs, donc avec les déclarations au niveau des notifications des professionnels, et aussi de le rechercher du coup en entretien avec les patients. La proposition de tests urinaires, on fait plutôt des tests urinaires pour la prégabaline. Les tests sanguins, ils ont des résultats que au bout d'une semaine. Du coup, ils sont utilisés plus pour le côté médico-légal, alors que les tests urinaires, c'est immédiat. Par contre, c'est des tests qualitatifs. Donc, ça permet de dire si oui ou non il y a une consommation, mais on peut pas évaluer la concentration du produit, quoi. On recommande un suivi, du coup, avec accompagnement addictologique, une prescription qui respecte les règles, du coup, dont je vous ai parlé précédemment, et la disponibilité du produit. Il est très important de faire un lien avec le réseau des personnes qui suivent. Par exemple, ça, on a eu des difficultés avec le patient dont je vous ai parlé. C'est que, il y avait d'autres travailleurs sociaux qui s'occupaient de lui. Il allait à différentes pharmacies. Il n'avait pas de médecin généraliste, mais voilà. Le fait d'informer le réseau que la personne a un mésusage, de leur expliquer la prise en charge qui est décidée et qu'il n'y ait pas de doublons et pas de confusion par rapport à qui fait quoi. C'est très important. Et très important aussi de veiller à traiter les comorbidités, puisqu'il y a rarement une consommation sans comorbidité psychiatrique derrière qui pousse à la consommation, quoi. Je vous ai mis un petit attention au docteur shopping parce que effectivement, on sait que il y a des patients qui peuvent avoir tendance à aller voir différents médecins pour se procurer le produit jusqu'à ce qu'ils y arrivent. Alors, il y a quelques pistes thérapeutiques que j'ai trouvées, mais ça reste très vague et non protocolisé. Notamment un colloque du coup d'addictologie qui a été fait à Biarritz, qui réunissait différents XAPA de Paris, voilà, qui se demandait si ça pouvait être utile d'essayer de protocoliser un sevrage en milieu hospitalier par des antiépileptiques et des benzodiazépines à posologie décroissante. Bon, c'est un peu de la logique théorique dans le sens où ça pourrait pallier aux effets recherchés de la prégabaline sur le plan pharmacodynamique, mais voilà, ils permettent de faire en fait un espèce de switch pour tolérer un sevrage. Mais il n'y a pas pour l'instant de protocole et ils appuient bien sur la nécessité de faire un protocole en fait pour protéger et le patient pour pas que bah, voilà on soit trop dans l'empirisme et les prescripteurs pour pas qu'on se mette en danger nous-mêmes par rapport aux prescriptions qu'on fait. Donc le stade actuel, je vais peut-être décevoir certains, mais pour l'instant on est un peu à un stade où on partage les expériences entre XAPA, on fait des réflexions collectives sur qu'est-ce qui a marché pour tel ou tel patient, comment est-ce que ça s'est passé pour nous, et avec des groupes de travail aussi entre XAPA. Voilà, donc pour conclure, la prégabaline du coup a un potentiel addictogène maintenant qui est assez avéré, avec un mésusage qui est croissant en France, augmente assez massivement. Des populations à risque qui sont identifiées, donc on peut mieux identifier quand on les reçoit à l'hôpital, en consultation, aux urgences. Un risque qui est présent d'autant plus quand on a des consommations annexes d'autres produits. Et il faut savoir du coup qu'il n'y a pas vraiment de consensus sur la prise en charge actuellement, même si une tendance se dégage vers quand on peut encadrer de manière assez bonne le suivi de la personne, tenter de faire une décroissance progressive en prenant bien en charge les comorbidités psychiatriques. Je dis ça de manière un peu empirique, mais j'ai demandé du coup à des médecins de XAPA, etc., des addictologues, comment est-ce qu'ils faisaient eux, quand ils étaient face à des consommations, et c'est généralement ça qu'ils me disaient, quoi. Voilà. Merci de votre attention.